Vasilia attendait avec impatience son premier jour de travail en tant que guide au musée. C'était une grande responsabilité, et elle se demandait si elle serait à la hauteur. La veille, elle avait passé des heures à étudier divers documents pour se préparer, mais malgré tout, elle n'était pas certaine de ne pas se tromper ou de ne pas se ridiculiser. Cependant, ses inquiétudes s'avérèrent infondées. Les visiteurs étaient curieux et amicaux, posant parfois des questions qui l'aidaient à se sentir plus à l'aise. À la fin de la journée, alors qu'elle s'apprêtait à rentrer chez elle, la directrice du musée lui demanda « Alors, comment s'est passée ta première journée ?» « Eh bien, pour être honnête, je pensais que ce serait plus difficile, avoua-t-elle. Mais j'ai vraiment aimé, et j'espère que ceux qui m'ont écouté ont aussi apprécié. J'ai même pris un moment pour me promener avec le groupe. C'était agréable. » La directrice, habituellement avare de compliments, ne put s'empêcher de sourire. « Si ça continue comme ça, tu auras bientôt une foule de visiteurs. Tes parents seraient fiers de toi. » À cette pensée, un léger nuage de tristesse assombrit le regard de Vasilia alors qu'elle quittait le musée pour retourner dans son petit appartement, un logement modeste mais confortable que l'État lui avait attribué après sa sortie de l'orphelinat. Elle avait passé presque la moitié de sa vie dans cet endroit. Elle se souvenait peu de ses parents. Ce qui lui restait en mémoire, ce sont les déménagements incessants, les tentes dressées au pied des volcans, les visages des passagers dans les trains, bronzés et burinés, et les chansons autour du feu de camp. Que pouvait retenir une petite fille de 5 ans qui avait voyagé depuis sa naissance avec ses parents volcanologues? Mais un jour, elle se souvint très bien de ce moment où sa mère et son père ne revinrent pas au camp. Ce matin-là, le soleil brillait, et ils riaient ensemble, comme d'habitude. « Maman, puis-je venir avec vous ?» avait-elle insisté, ne voulant pas rester avec la cuisinière Zina, qui l'obligerait à manger de la semoule. « Non, ma chérie. » Sa mère s'était agenouillée pour lui parler, lui remettant une mèche de cheveux derrière l'oreille. « C'est trop dangereux pour les petites filles. Ne t'inquiète pas, nous ne serons pas longtemps. Nous allons juste prendre des échantillons et nous reviendrons. » Mais ils ne revinrent jamais. Un groupe de 7 personnes avait été empoisonné par un gaz toxique qui s'était échappé soudainement d'une fissure. Personne n'avait eu le temps de mettre un masque à gaz, sauf un jeune stagiaire qui, en se liant les lacets de ses chaussures, avait pris du retard. Quand il avait vu ses collègues tomber un à un, il avait compris que la situation était grave. Il avait enfilé son masque et tenté de sauver ses camarades, mais il n'avait pas eu la force de les tirer hors de la zone de danger. Il avait appelé à l'aide, pleurant de désespoir. Vasilia ne comprit pas immédiatement ce qui s'était passé lorsque Zina, la cuisinière corpulente, l'enlaça et s'écria « Ma pauvre petite. Que vas-tu faire maintenant, mon petit oiseau ?» Ce n'est qu'après avoir été amenée à l'orphelinat que les autres enfants, sans ménagement, lui expliquèrent qu'elle n'avait plus de parents. Après une crise de larmes, elle sombra dans l'apathie, jusqu'à ce qu'un des plus grands voyous de l'orphelinat, un garçon nommé Antoine, la remarque. Antoine était un petit délinquant de 3 ans son aîné. Les plus jeunes et même certains des plus âgés le craignaient et évitaient de se frotter à lui. Ses parents avaient perdu leurs droits à cause de l'alcoolisme quand il avait 4 ans, et peu après, ils étaient morts dans un incendie, s'étant endormis avec des cigarettes allumées. Le garçon, malgré sa courte vie, avait vu beaucoup de choses et avait déjà l'air plus vieux que son âge. Il savait que pour se défendre, il fallait parfois utiliser ses poings. Dès que Vasilia fut amenée à l'orphelinat, Antoine l'avait remarqué. Il avait entendu ses cris, puis son silence. Il avait écouté les éducateurs parler de son stress et de la façon dont cela pourrait affecter sa santé mentale. Nous n'avons pas besoin de malades mentaux ici. Vasilia était restée silencieuse pendant une semaine, ne mangeant presque rien, assise des heures sur le rebord de la fenêtre, regardant d'un regard vide le jardin. Personne ne pouvait l'encourager à parler, et cela irritait Antoine. En se promenant dans le jardin, il remarqua Vasilia assise à la fenêtre,
et une idée germa dans son esprit. Il attrapa un chaton maigre et sale qui avait récemment fait son apparition près de l'orphelinat, et s'approchant d'elle, il leva le chaton par la peau du cou. « Eh, princesse, regarde, ce petit va bientôt se retrouver sans queue. Je te le donnerai après. » Antoine ricana, la regardant avec un sourire moqueur. Mais ce qui se produisit ensuite le surprit. Vasilia tourna brusquement la tête, et une lueur de peur pour le petit chat passa dans ses yeux. Elle se leva d'un bond et courut vers lui. Antoine n'eut pas le temps de réagir qu'elle était déjà sur lui, le frappant de ses petits poings. « Ne fais pas ça !» cria-t-elle d'une voix rauque, brisée par le silence. Le garçon, stupéfait, lâcha immédiatement le chaton, qui disparut en un clin d'œil dans les buissons. Vasilia, soudain épuisée, s'effondra sur le sol et éclata en sanglots. « Allez, relève-toi » dit Antoine en lui tendant la main, un peu déconcerté. « Tu es folle, je ne l'aurais pas touché, il est vivant. » C'est ainsi qu'une guerre silencieuse commença entre eux. Antoine, un jeune garçon espiègle, avait toujours eu un faible pour embêter Vasilia. Il trouvait un plaisir particulier à lui jouer des tours, comme ajouter du sel dans son compote, coller ses chaussures au sol ou lier ses lacets ensemble, ce qui l'obligeait à passer des heures à les défaire. Il ne manquait jamais une occasion de la bousculer en passant, et il tirait sur ses tresses jusqu'à ce qu'elle décide de se couper les cheveux. Malheureusement pour lui, Vasilia savait exactement où frapper pour le blesser. Elle excellait à l'école, tandis qu'Antoine peinait à suivre le rythme. Les éducateurs ne manquaient jamais de le réprimander pour ses mauvaises notes, et Vasilia, amusée, chuchotait à ses amis, avec ses connaissances, il n'a qu'un chemin devant lui, celui de devenir balayeur. Les balayeurs sont nécessaires, après tout. Mais il ne saurait même pas lire les instructions pour un balai. Antoine se fâchait, conscient qu'elle parlait de lui, mais il ne pouvait pas argumenter. Il savait qu'elle avait raison, et que l'école était un véritable défi pour lui. Leur rivalité se poursuivit jusqu'à ce qu'Antoine parte vers le nord après avoir quitté l'orphelinat. Peut-être qu'il va aérer son cerveau là-bas, plaisantait Vasilia avec ses amis, bien qu'elle ressentît un léger pincement au cœur à l'idée de son départ. Antoine avait apporté quelque chose d'unique dans sa vie. Les mois passèrent, et Vasilia quitta également l'orphelinat. La vie continua, et Antoine devint un lointain souvenir. Elle s'inscrivit au collège, puis à l'université, et finalement trouva un emploi dans un musée. Pendant tout ce temps, elle n'avait pas vraiment pensé à l'amour, et les prétendants se faisaient rares. Cependant, lorsque Ticon entra dans sa vie, elle se laissa complètement emporter par lui. Après une visite guidée qu'elle avait menée avec brio, Vasilia se retourna pour ajuster ses cheveux devant la vitrine et aperçut un regard insistant dans le reflet du verre. En se retournant, elle découvrit un jeune homme qui ne la quittait pas des yeux. Comprenant qu'il avait été remarqué, il s'approcha avec un sourire. C'était incroyable. Je n'aurais jamais pensé que les histoires sur les minéraux pouvaient être aussi captivantes. C'est sans doute la meilleure visite de ma vie, et je ne pense pas qu'il y en aura de meilleure, s'exclama-t-il, visiblement impressionné. Je suis contente que cela vous ait plu, répondit-elle, un peu gênée. Dites, serait-ce trop audacieux de ma part de vous inviter à prendre un café? Je m'appelle Ticon, et je connais déjà votre nom, Vasilia, ajouta-t-il en désignant son badge. Eh bien, si vous pouvez attendre 5 minutes, dit-elle, légèrement déstabilisée par cette invitation inattendue. Ce n'était pas tous les jours qu'un jeune homme charmant lui proposait un café. Dans le café, ils commencèrent à discuter. Ticon expliqua qu'il était agent immobilier et qu'il avait été envoyé pour évaluer un appartement au-dessus du musée, car un client souhaitait acheter. Je suis très heureux d'être au bon endroit au bon moment, sinon je n'aurais jamais rencontré une si belle jeune femme, avoua-t-il. Ticon était courtois, il lui offrait de petites attentions et montrait un intérêt sincère pour elle. Vasilia avait du mal à croire qu'un homme aussi accompli puisse s'intéresser à elle. Pourtant,
Tikhon ne manquait pas de lui dire qu'il était tombé amoureux d'elle. Lorsque Vasilia lui parla de son enfance à l'orphelinat et de la perte de ses parents, Tikhon semblait réellement touché. « Ma pauvre petite, combien de choses as-tu dû endurer ?» disait-il en l'enlaçant et en caressant ses cheveux. « Mais ne t'inquiète pas, maintenant tu as moi. » Ils sortaient ensemble depuis 2 mois, principalement chez elle. Un jour, elle osa lui demander, « Tikhon, quand allons-nous visiter ta maison ? Oh, tu ne peux même pas imaginer le désordre qu'il y a là-bas en ce moment. J'ai prévu des rénovations pour que, lorsque nous nous marierons, tu puisses découvrir un endroit propre et accueillant, et non une ruine. » Il tentait de la rassurer. « Nous allons nous marier ?» demanda-t-elle, le cœur battant, craignant de briser ce bonheur. « Bien sûr, c'est prévu. Je pense que dans 4 mois, tout sera terminé. Nous pourrons alors fixer la date de notre mariage, » lui assura-t-il doucement, bien qu'il ait d'autres projets en tête. Fils d'un notaire prospère et directeur d'un hôtel, Tikhon avait toujours été ambitieux. Il avait rêvé d'étudier à la Sorbonne, et ses parents avaient dû se battre pour le faire admettre. Grâce aux relations de son père, il avait réussi à terminer ses études. Il pensait être invincible, mais son entreprise avait échoué, le laissant avec des dettes. Après avoir cherché du travail, il avait fini par rejoindre une agence immobilière, s'enfonçant de plus en plus dans les problèmes financiers. Un soir, en écoutant une conversation entre ses parents, une idée brillante lui vint à l'esprit. « Tu sais, cela fait longtemps que je n'ai pas eu une telle situation dans ma carrière. » Pendant le dîner, son père avait murmuré à sa mère que son grand-père avait légué une maison à sa petite-fille orpheline qu'il n'avait jamais rencontrée. La jeune fille avait perdu ses parents alors qu'elle était encore un bébé et avait été élevée dans un orphelinat. Dans un petit appartement parisien, Vasilisa se remémorait les récents événements qui avaient bouleversé sa vie. Elle avait appris qu'elle avait un grand-père, un homme qu'elle n'avait jamais connu, et qui lui avait laissé une maison. Assise à la table de la cuisine, elle partageait la nouvelle avec son fiancé, Tikhon, qui semblait à la fois surpris et intrigué. « C'est incroyable. Je n'aurais jamais pensé avoir un héritage, » s'exclama-t-elle, les yeux brillants d'excitation. Tikhon, un homme ambitieux, avait toujours eu des projets en tête. « Mais pourquoi ton grand-père ne t'a-t-il jamais contacté ?» demanda-t-il, feignant l'innocence tout en cachant son intérêt grandissant pour la maison. « Apparemment, il vivait seul après la mort de ma mère. Il était camionneur et n'avait pas pu s'occuper de moi, » expliqua Vasilisa, un brin de tristesse dans la voix. « Il a toujours pensé que c'était mieux ainsi. » « C'est triste, mais au moins, tu as quelque chose maintenant. »« Une maison, c'est un bon début, » répondit Tikhon, tout en réfléchissant à la manière dont il pourrait tirer parti de cette situation. Un soir, lors d'un dîner, les parents de Tikhon discutaient de la situation de ce grand-père. « Il est mort la semaine dernière, » annonça son père en mâchant lentement. « Je me demande ce qu'il va advenir de cette maison. » « Peut-être qu'il a laissé un héritage à quelqu'un, » suggéra sa mère, l'air pensif. Tikhon, caché derrière un coin de la salle à manger, écoutait attentivement. Une idée commença à germer dans son esprit. Il devait en savoir plus sur cette héritière. Il avait des contacts, et en un rien de temps, il découvrit tout ce qu'il pouvait sur Vasilisa. Son âge, son nom, et surtout, qu'elle n'avait personne dans sa vie. Parfait, pensa-t-il. Il n'y avait pas de petit ami pour compliquer les choses. Il décida de se rapprocher d'elle, et en quelques semaines, Vasilisa était tombée amoureuse de lui. Ils passaient des heures ensemble, et Tikhon savait qu'il devait agir rapidement. 4 mois plus tard, elle reçut un appel du notaire. « Bonjour, mademoiselle. Je vous invite à venir au bureau pour discuter de l'héritage laissé par votre grand-père, » annonça-t-il d'une voix formelle. « J'ai un grand-père » s'écria Vasilisa, surprise. Elle ne pouvait pas croire qu'elle avait été ignorée pendant si longtemps. « Oui, il était un homme un peu excentrique, mais il a veillé sur vous » expliqua le notaire.
La maison n'est pas un palais, mais elle est habitable. Voici l'adresse, vous pouvez y aller quand vous le souhaitez. Vasilisa, toute excitée, rentra chez elle pour partager la nouvelle avec Tikhon. Tu ne devineras jamais. Mon grand-père m'a laissé une maison, s'écria-t-elle, le cœur battant. C'est formidable. Tu es maintenant une héritière, répondit Tikhon, feignant l'enthousiasme. Mais dans son esprit, il commençait à voir des opportunités. Et ce n'est pas tout, continua-t-elle, un sourire radieux sur le visage. Je suis enceinte de 8 semaines. Je viens de le confirmer avec le médecin. À ces mots, Tikhon blêmit. Il n'avait pas prévu que les choses iraient aussi loin. Mais il se ressaisit rapidement. C'est une bonne nouvelle, Vasilisa. Je suis sûr que tout ira bien, dit-il, essayant de cacher son inquiétude. Les semaines passèrent, et Vasilisa devint la propriétaire légitime de la maison. Elle continuait à travailler comme guide touristique pendant la journée et tricotait des petits vêtements pour son bébé le soir. Tikhon, quant à lui, semblait de plus en plus distant. Un soir, alors qu'elle était plongée dans ses pensées, Tikhon entra dans l'appartement, furieux. « Tu es complètement folle », s'écria-t-il, brandissant un journal. Vasilisa, surprise, ne l'avait jamais vue dans un tel état. « Qu'est-ce qui se passe » demanda-t-elle, inquiète. Il jeta le journal sur la table. Le titre en gros caractères disait « Une ancienne orpheline fait don de son héritage à l'hôpital du village ». Le sous-titre révélait que Vasilisa avait décidé de transformer la maison en hôpital pour aider les habitants. « Mais c'est une bonne chose, Tikhon. Les gens ont besoin d'un hôpital, s'exclama-t-elle, ne comprenant pas sa colère. Et nous, qu'allons-nous faire ? Tu as perdu ton héritage, cria-t-il, la frustration dans sa voix. Mais nous avons encore notre appartement. Quand nous aurons le bébé, nous pourrons toujours y vivre, tenta-t-elle de le rassurer. Tu es vraiment naïve, Vasilisa. Je ne voulais que la maison, rien d'autre, s'écria-t-il, révélant enfin ses véritables intentions. Vasilisa, choquée, ne savait pas quoi dire. Elle avait cru en leur amour, mais maintenant, tout semblait s'effondrer. Vasilisa était assise à la table de la cuisine, les mains tremblantes, son cœur battant la chamade. Elle venait de vivre une scène qui l'avait laissée sans voix. Tikhon, son compagnon, avait révélé sa véritable nature, la méprisait et lui avait dit qu'il ne voulait que la maison qu'elle avait héritée. « Tu penses vraiment que je mérite une vie avec toi ?» avait-il lancé avec un rire amer. Elle se sentait comme une poupée de porcelaine, fragile et brisée, prête à se désagréger au moindre mouvement. Les larmes coulaient silencieusement sur ses joues, laissant des traces sombres sur son peignoir. Elle pleurait la vie qu'elle avait imaginée, un avenir qu'elle croyait partager. « Est-ce que je mérite vraiment cela ?» se répétait-elle, le cœur lourd. Mais le plus difficile restait à venir. Un jour, alors qu'elle était au musée, son téléphone vibra. C'était un appel de son voisin. « Vasilisa, il y a un problème, l'eau s'écoule de chez vous. » Elle se précipita chez elle, le cœur serré. En arrivant, elle découvrit que les voisins du dessus, en vacances au soleil, avaient laissé l'eau couler. En attendant qu'un plombier arrive, l'eau avait déjà causé des dégâts considérables, inondant 3 étages. « Eh bien, madame, c'est une belle catastrophe ici, » dit le plombier, un peu éméché, en scrutant les dégâts. « Ça va vous coûter cher, très cher. » Vasilisa, désespérée, demanda, « Mais les innocents ne devraient-ils pas être protégés de cela ?» Le plombier éclata de rire. « Innocent ou pas, vous allez devoir payer. Si vous ne voulez pas vivre dans un marécage, il va falloir sortir le portefeuille. »« Mais où vais-je vivre pendant les réparations ?» s'exclama-t-elle, réalisant que son salaire ne suffirait pas à couvrir les frais de réparation et de location d'un autre logement. L'idée de récupérer la maison qu'elle avait donnée à l'hôpital ne lui vint même pas à l'esprit. « Je ne sais pas, »
haussait les épaules le plombier. Je vais demander à quelques amis. Je pourrais vous héberger, mais ma femme ne le supporterait pas. Il s'éloigna, laissant Vasilisa seule avec ses pensées. Elle rassembla ses affaires et appela sa directrice, Capitaine Arnaud. Capitaine, puis-je vivre dans la réserve du musée, demanda-t-elle, la voix tremblante. Pourquoi donc, s'étonna la directrice. Vasilisa expliqua la situation. Très bien, prends tes affaires et viens. Je t'enverrai l'adresse par SMS. C'est mon appartement, il est vide, tu pourras y rester. Je vais te donner une prime et trouver des ouvriers pour les réparations, ajouta Capitaine Arnaud, résolvant rapidement la question du logement. L'appartement était petit mais vide, avec juste un canapé, une table et une armoire, témoignant d'un besoin évident de confort. La cuisine était un peu mieux équipée, avec une cuisinière à gaz et de la vaisselle. Ça ira, tu pourras vivre ici, la rassura Capitaine Arnaud. Au moins, c'est sec et chaud, pas de bestioles. Vasilisa la remercia chaleureusement, ignorant encore les épreuves qui l'attendaient. 3 jours plus tard, au milieu de la nuit, elle fut réveillée par des coups violents à la porte. Le cœur battant, elle s'approcha du Judas. Un homme ivre hurlait dans le couloir. « Capitaine, ouvre. Je sais que tu es là. » Il continuait de frapper, menaçant de défoncer la porte. Dans la panique, Vasilisa oublia de composer le numéro de la police. Tremblante, elle appela Capitaine Arnaud. « Il y a un homme qui essaie de forcer la porte, » murmura-t-elle, la voix tremblante. « Ah, c'est Janka, ce parasite, » répondit la directrice, encore à moitié endormie. « Ne t'inquiète pas, je vais appeler la police. » Janka, le frère de Capitaine Arnaud, s'était assis sur le paillasson, épuisé, et s'était endormi. Vasilisa attendit avec impatience l'arrivée des policiers, qui finirent par emmener Janka. Elle avait l'impression que ce n'était pas la première fois qu'il faisait cela. « Janka, mon petit frère, » soupira Capitaine Arnaud. « Il a sombré dans l'alcool après la mort de nos parents. Nous avons vendu l'appartement qu'ils nous ont laissé, partagé l'argent, et j'ai acheté celui-ci. Mais lui, il a tout dépensé. » « Avez-vous essayé de l'aider ?» demanda Vasilisa, curieuse. « Oui, mais il faut qu'il le veuille. Après les cures, il retourne toujours à ses amis. Mais bon, il va passer 15 jours en cellule, ça va peut-être lui faire du bien. » Les 2 semaines suivantes, Vasilisa vécut paisiblement, se rendant à son nouvel appartement et observant les ouvriers travailler. Vasilisa se promenait dans les rues animées de Paris, émerveillée par les vitrines des magasins. Elle admirait les vêtements pour enfants, imaginant à quoi ressemblerait son petit. Les jours passaient, et la grossesse avançait, mais une ombre planait sur son bonheur. 2 semaines plus tard, un bruit familier retentit à sa porte. Janka, le frère du capitaine Arnaud, venait d'être libéré et semblait déterminé à reprendre ses anciennes habitudes. Vasilisa, le cœur battant, hésitait à s'approcher du Judas. Elle craignait de découvrir un corps ivre sur le paillasson. Chaque fois qu'elle entendait un bruit, une vague de panique l'envahissait. Elle devenait nerveuse, se retournant sans cesse dans la rue, perdant le fil de ses visites guidées, ce qui agaçait ses collègues et les touristes. Un matin, alors qu'elle était déjà à 7 mois de grossesse, Capitaine Arnaud l'appela dans son bureau. « Vasilisa, il est temps de prendre un congé maternité. Ton appartement est presque prêt, tu peux déménager. Tu as l'air épuisé, et je ne voudrais pas que tu craques. » Vasilisa acquiesça. Elle n'avait plus la force de travailler, surtout dans un magasin bondé. Elle se frayait un chemin parmi les clients, protégeant instinctivement son ventre. Soudain, un homme pressé la heurta, la faisant tomber contre une étagère remplie de jouets pour enfants. La douleur aiguë dans son bas-ventre la fit crier. Elle s'effondra lentement au sol, perdant conscience des cris autour d'elle. Quelques minutes plus tard, une ambulance l'emmenait à l'hôpital, la menace d'une fausse couche pesant sur elle.
Heureusement, elle fut rapidement prise en charge dans le service de pathologie. Le médecin, un homme âgé à la moustache grise, la regarda sérieusement. « Si tu veux garder ton bébé, tu devras rester ici jusqu'à l'accouchement. Ne soulève rien de plus lourd qu'une cuillère, évite le stress et même les petites inquiétudes. » À partir de ce jour, des infirmières lui apportaient des colis d'un homme dont elle ignorait l'identité. N'ayant d'autre homme dans sa vie que Tikhon, elle renvoyait poliment les offrandes. Finalement, sa fille, qu'elle nomma Arisha, naquit à terme, en parfaite santé. Vasilisa ne pouvait détacher ses yeux de ce petit être, essuyant sans cesse les larmes de joie qui coulaient sur ses joues. « Tu es uniquement à moi, personne d'autre », murmurait-elle à sa fille en la nourrissant et en la changeant. Le jour de sa sortie de l'hôpital, un sentiment de jalousie l'envahit en voyant d'autres mamans accueillies par leurs maris et leurs familles. « Peu importe, nous sommes bien toutes les deux », pensa-t-elle en sortant avec son paquet dans une main et son sac dans l'autre. Soudain, une voix familière l'interpella. « Eh, princesse !» Elle sursauta. Une seule personne l'appelait ainsi. En se retournant, elle aperçut un homme bien habillé, avec un manteau à la mode. Sa coupe de cheveux soignée et ses pommettes bien dessinées lui donnaient un air de mannequin. Ses yeux, cependant, restaient les mêmes, pleins de défi et de malice. « Vania !» s'exclama Vasilisa, incrédule. « C'est toi. Laisse-moi ton sac, sinon tu vas tout faire tomber. » Toujours aussi désordonné, n'est-ce pas, rit-il en prenant son fardeau. Vasilisa serra sa fille contre elle. « Que fais-tu ici? Comment m'as-tu reconnue ?» Elle désigna le bouquet qu'il tenait. « Tu attends quelqu'un? » « Non, c'est pour toi, » répondit-il simplement en se dirigeant vers sa voiture. « Pourquoi restes-tu là, figée? Rattrape-moi. Où dois-je te porter? » Vasilisa, bien que surprise, ne s'étonnait plus de rien. Elle monta à l'arrière d'une voiture luxueuse, le cœur battant. « Comment m'as-tu trouvé ?» demanda-t-elle, la nervosité l'envahissant. Vania désigna un journal sur le tableau de bord. « J'ai cherché longtemps, mais tu semblais avoir disparu. Personne dans l'orphelinat ne savait où tu étais. Si je n'avais pas vu cet article, je ne t'aurais jamais retrouvé. »« Pourquoi veux-tu me retrouver ?» murmura-t-elle. Elle avait l'impression qu'il était là pour lui rappeler un passé qu'elle avait essayé d'oublier. « Je ne peux pas vivre sans toi. Je t'ai toujours aimé, depuis le premier jour où tu es arrivé à l'orphelinat. »« Et si j'étais mariée ?» demanda-t-elle, le cœur serré. « Je sais tout ce qu'il me faut. Si tu étais mariée et malheureuse, je t'aurais emmenée avec moi, et personne ne m'aurait arrêtée, » répondit-il avec assurance en démarrant la voiture. « Où allons-nous ?» Vasilisa essayait de calmer la frénésie qui l'assaillait. « Nous rentrons chez nous, » répondit-il en riant, allumant la radio. Pendant ce temps, Tikhon, le père de Vasilisa, avait reçu une réprimande de son patron lorsqu'il avait découvert que son fils traînait avec une fille de l'orphelinat. Il devait continuer à montrer des appartements à des clients, tout en travaillant comme manutentionnaire la nuit pour joindre les deux bouts. Abonnez-vous à la chaîne de